Après avoir œuvré pendant plusieurs années dans le commerce familial, Paul Schooner est élu député unioniste en 1966 dans la circonscription de Yamaska. Fier représentant de ses concitoyens à l'Assemblée nationale jusqu'en 1970, Paul Schooner a entre autres occupé le poste de whip adjoint du gouvernement. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Schooner. Bonjour. Bienvenue à Mémoire de député. Ça fait plaisir. Au gouvernement, vous avez servi comme whip adjoint pendant votre mandat. Quand on est whip, on voit un peu tout là, à l'intérieur du parti puis au Parlement. Est-ce que vous pensez que ça va beaucoup changer depuis votre temps à l'Assemblée nationale? Ça a certainement changé parce que moi, le rôle de whip adjoint, là, en fait, moi, c'était c'était René Lavoie qui était whip. Pour donner de l'aide à René Lavoie, moi, on m'avait nommé whip adjoint. Dans mon rôle de whip adjoint, on me donnait une liste de députés, même de ministres, à pouvoir rejoindre en tout temps. Tous les numéros de téléphone, je pouvais les rejoindre. Parce que quand la cloche se mettait à sonner dans le Parlement, puis qu'on était invité à un vote, il fallait que je m'assure de la présence de ceux qui étaient sur ma liste. C'est à peu près le rôle que j'avais. Moi, j'ai estimé là, qu'on m'avait donné cette charge-là parce que ça ne m'est pas arrivé souvent d'être absent à une séance. Est-ce que le travail d'un député a changé aussi? Est-ce que vous étiez beaucoup plus souvent dans le comté qu'un député aujourd'hui, ou est-ce que... Bien, c'est sûr qu'en chambre, d'abord, j'étais un backbencher, comme on nous appelait. Moi, j'ai jamais eu de talent de tribun ou de débatteur, comme on dit en anglais, là. C'est plutôt du travail sur le terrain, dans le comté. Et puis, d'ailleurs, tout ce qui nous était présenté en chambre, on n'est pas préparé. Quand on est élu député, on a un siège, on va être appelé à voter, et puis, mais pour participer là, aux discussions, c'est pas facile, ça, là. Puis je dirais même qu'on n'a pas le temps de se documenter pour être participé. Il faut se rappeler que dans l'opposition, là, on avait des ministres, en tout cas des participants du côté de l'opposition qui étaient très aguerris. Hein? Pierre Laporte, et puis René Lévesque. C'était beau de les voir, de voir ce talent-là que les gens savaient, mais aller participer ou aller émettre notre opinion là, à ces moments-là. Non, on écoutait, des fois on trouvait le temps long, par exemple, parce que quand il y avait du temps alloué, l'intervenant s'arrangeait pour utiliser tout son temps. Et puis, il y avait souvent des répétitions dans les discours. Ça n'a pas changé. Je me résume, je me répète. Il y a une chose qui a beaucoup changé, et c'est la mort du premier ministre Daniel Johnson. Comment l'avez-vous vécu personnellement? Comment est-ce que vous avez perçu? Ça, c'était tout un choc. En tout cas,
sûrement pour moi, là. Parce que moi, j'étais au camp Schooner, dans la région de Latuc, à la chasse à l'orignal. J'avais passé la journée dans la forêt. Et en revenant au camp, quelqu'un sort du camp puis vient au-devant de moi. Moi, j'arrivais en canot, là. Et puis, tu sais pas la grande nouvelle. Daniel Johnson est mort. Hey, ça, c'est... Pour moi, tout de suite, là, immédiatement, ça voulait dire une chose, c'est que Daniel Johnson s'était rendu qu'on disait que c'était un homme d'État, qu'il était reconnu et qui est... même les libéraux disaient « on n'a pas fini d'être dans l'opposition ». Ça se disait, là. Et puis, moi, sur le moment, le départ de Daniel Johnson, là, ça provoquait une inquiétude pour l'avenir. C'était automatique. Les gens disent que sa mort était le début de la fin pour l'Union nationale. Est-ce que c'est vrai? À mon point de vue, c'est exact. Oui, pourquoi? Parce qu'il était tellement bien vu, parce qu'il était devenu cet homme d'État? Ou, Nous autres, quand on a été élus, là, le premier caucus qu'on a eu, Daniel Johnson nous a demandé, puis, très sérieusement, là, chacun de vous autres, dans vos comtés, vous ne changez rien. Vous ne bougez pas dans ce qui tous les domaines qui relèvent de la politique. Et puis, faites-moi confiance. Du temps de Jean Lesage, tous les fonctionnaires, tous les gens qui avaient un rôle qui dépendait du gouvernement étaient syndiqués. Mm. Alors, c'était entendu que ça assurait la fonction, ça leur assurait le poste. Fait que quand autrefois, avant 1960, comme chez nous à Pierreville, on avait des gens qui travaillaient pour la voirie. Et puis on avait un poste aussi où ils mettaient des licences automobiles. Tout ça, c'était des libéraux qui occupaient ces postes-là, ces charges-là. Puis même avant ça, quand il était question de pont payant, quand ils ont construit le pont à la Perrière en 1932 à Pierreville, c'était des libéraux qui étaient là pour assurer là, la collection, pour faire payer les gens qui traversaient le pont, parce que ça coûtait 25 sous par l'automobile. Et puis, quand Duplessis a pris le pouvoir, bien, ces gens-là ont tous été remplacés du jour au lendemain par des bleus. Et ça se produisait ça pouvait se produire là, jusqu'à 1960, la période de Jean Lesage. À chaque élection, il y avait comme ça un remplacement automatique, là. Ça assurait des votes, c'est certain. Oui, c'est une façon. Ça fait une façon de s'assurer la fidélité, là, ou du moins la reconnaissance. C'est que Daniel Johnson nous demandait là, de respecter. Bien, on n'avait pas le choix quand même. Et puis, mais il ne voulait pas que personne bouge. Puis plusieurs étaient tentés là, de donner un coup de balai. Là. Et puis, c'est que ça nous donnait un désavantage à nos comtés. Parce que
ça change, ces décisions-là, là, ça ne changeait pas la mentalité de la population. Tu sais, plusieurs s'attendaient, hey, quand ça va être notre tour, on va l'avoir la job. Hein? Mais là, c'était pas ça. Puis chaque fois qu'il y avait une discussion en caucus à ce sujet-là, Daniel disait, laissez-moi faire, ça va se placer, puis faites-moi confiance. Mais on sentait là, la puissance quand même de Daniel Johnson. On l'a constaté dans ce domaine-là. Et puis aussi en chambre, il y avait un respect, il imposait le respect. C'était frappant. Alors, sans lui, sans lui, mais ça nous a appelé automatiquement une espèce de division à l'intérieur aussi, hein? Parce que il y a eu un choix à faire dans le temps de M. Cardinal. Ça n'a pas tellement paru, ça, mais quand même, on le sentait à l'intérieur. Du côté des ministres, là, il était... C'était un petit peu « touche pas mes affaires », hein? C'est mon domaine. Puis ça paraissait, ça. Fait que c'est... même on se demandait s'il n'y avait pas une certaine friction des fois. On essaie de parler beaucoup du travail d'un député. Quelles sont les choses que les gens viennent nous demander? Mais vous avez une histoire sur si je me souviens bien, une compagnie de téléphone dans votre comté, là? Ah oui. C'est qu'un bon jour, j'étais à mon bureau ici au Parlement, et il m'arrive plusieurs personnes, une délégation de gens de Béville, le village où demeurait M. Antonielli. Et ces gens-là représentaient la compagnie de téléphone de la baie du Fèvre. C'était le groupe d'actionnaires de cette compagnie-là. Et puis, c'était indépendant, ça, là, du Bell Téléphone. C'était une ligne de téléphone spéciale pour le village de la paroisse. Et puis, il voulait rencontrer le ministre des Communications, qui était le docteur Lisotte. Et puis, j'ai dit, je vais demander la rencontre. J'ai pris le téléphone, puis j'ai appelé au bureau du docteur Lisotte. On me l'a passé immédiatement. J'ai expliqué au docteur Lisotte que j'avais des gens qui voulaient le voir. Et ils venaient venez-vous-en. Fait qu'on est parti, tout le groupe, on est allé le rencontrer. Ils ont dû être impressionnés, ces gens-là, parce que notre député a du poids. Je l'étais moi-même. C'est que... Et puis, alors, il a demandé à ces gens-là quel était le but de leur visite. Alors, ils ont expliqué, là, je ne me souviens pas trop quel était le dossier, là, mais je sais que ça concernait les statuts de la compagnie de téléphone. Fait que, puis ils ont expliqué là, ce qu'ils voulaient avoir de la part du ministère. M. Lisotte a fait venir son sous-ministre. Et puis, ils ont expliqué leur cas. Et puis, finalement, mais le sous-ministre a répondu que c'était leur demande ils ne pouvaient pas accepter, c'était impossible de faire les changements qu'ils demandaient. Il y a eu un peu de discussion, les gens de la baie continuaient à insister. Et puis, à un moment donné, le docteur Lisotte est intervenu. Il s'est adressé à son sous-ministre. Il a dit, je vais te montrer c'est qui mène ici. Tu vas leur donner ce qu'ils veulent avoir.
C'était... Pour moi, là, c'est sûr que j'étais content du résultat que les gens de la baie, de l'appui, du moins, que les gens de la baie venaient d'obtenir. Par contre, quand on connaît le pouvoir d'un sous-ministre, se faire parler de cette façon-là, je me demandais s'il n'y aurait pas des répercussions. Mais non, ça a passé. Mais c'est une occasion pour un député de bien paraître, pour vous. Absolument. Je suis très fier de mon, de mon coup. C'était une de mes bonnes journées. Là, on arrive à une journée qui est un peu moins bonne pour vous. Les élections de 70, où votre adversaire de 66, M. Fauché, a eu sa revanche, mais pas par beaucoup. Il n'a pas gagné par beaucoup de votes. Mais est-ce que vous pensez que vous auriez gagné un deuxième mandat s'il n'y avait pas été le ralliement créditiste et le Parti québécois qui s'ajoutaient au mélange là, pour la campagne? Moi, là, en tout cas, il s'est produit ce que je craignais. C'est que graduellement, avec l'avènement du Parti péquiste, dans les familles, les jeunes dans les familles plusieurs en tout cas, étaient attirés vers le mouvement péquiste. Puis c'est que ce qui m'inquiétait, c'est qu'il y en avait même des jeunes qui avaient le droit de vote, là. Même si c'était leur premier vote, là, que leur père soit un organisateur de l'Union nationale, il y avait droit d'avoir leur choix. Et puis, il était plus question de ligne, de respecter la ligne de famille. C'était quand même une difficulté là, valable. Et puis, parce que tant qu'aux autres candidats, moi, je pense que ça ne m'aurait pas nui. Mais la présence du mouvement péquiste dans le comté, ce sont eux qui ont fait élire les libéraux. En somme, c'est pas ça qu'ils recherchaient, mais ils ont eu ça comme résultat, et puis j'en ai été la victime. Alors, vous êtes un peu la victime d'un changement d'époque, vu que cette idée de suivre la voie de papa était plus bon, que les gens cherchaient une autre option. Oui, une plus grande liberté. Peut-être. Mais est-ce que c'est arrivé dans d'autres comtés unionistes aussi? Ou est-ce que... Oui, c'était... Alors, c'était vraiment un phénomène, là. Non, écoutez, là, moi, le lendemain des élections, Clément Vincent, un grand ami, et une petite comté voisin, là, Nicolette, il m'appelle, puis qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu étais battu? Et puis, mais en 73, c'est lui qui a subi le même sort. C'est que l'évolution là, du Parti péquiste, du Parti québécois, la même chose est arrivée dans son comté. Vraiment l'Union nationale à la fin, là. Ah oui. C'était... Puis on avait, dans nos rangs, à part de ça, de l'Union nationale, on avait des députés qui ne cachaient pas leur tendance. Si on parle de Flamand, d'Antonio Flamand,
Jérôme Proulx. Rodrigue Biron. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. En passant à l'élection de 73, à un moment donné, quelqu'un arrive chez nous. Le président de l'organisation péquiste du comté de Yamaska, accompagné de Jérôme Proulx. Il venait m'offrir la candidature péquiste pour Yamaska. Qu'est-ce que vous aviez dit? Ah, j'ai dit non, c'est fini, moi, là. D'ailleurs, écoutez, là, après ma défaite, moi, j'acceptais le verdict du public. Ça, c'est pas... tu t'offres tes services, ils l'acceptent ou ils le refusent. C'est leur prérogative. Moi, il y en avait qui disaient « t'as même pas pleuré ». Mais non, c'était normal. J'étais préparé à cette éventualité-là. Et puis, mais c'est que quand je sors sur la rue, et puis j'aperçois... pendant 4 ans, là, j'ai reçu du monde, j'ai reçu des téléphones. J'étais Daniel Johnson à la mort de M. Ely. À un moment donné, il était avec des notables, là, des environs, tout ça, puis j'osais. Et puis il s'est agi de partir à pied pour s'en aller à l'église. Daniel Johnson, « Hey, Schooner, il dit, c'est toi qui es le pape ici, il dit, à côté de moi. » Tu sais? Mais le lendemain de l'élection de 70, là, j'étais plus le pape. Alors, il s'est créé automatiquement un vide. Ah oui. Quand tu es habitué à une vie publique, puis jamais ça. Les gens te recherchent, les gens veulent t'avoir, et puis à un moment donné, quand tu t'aperçois que tu marches sur le trottoir, il y a quelqu'un qui s'en vient, avant d'arriver à toi, il change de côté de la rue, tu sais. C'est pas... Avec le recul, qu'est-ce que vous retenez de votre temps politique élu? Est-ce que... Qu'est-ce que je retiens de Oui, est-ce que c'était une bonne expérience? Est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes fiers, des choses que vous pourrez mieux faire? Sûrement, écoutez, d'abord, quand j'arrive ici à l'Assemblée nationale et puis que j'ai mon siège, nous sommes 108 là, puis c'est c'est-à-dire pour s'occuper de toute la province de Québec. On sent quasiment le poids sur nos épaules hein, à ce moment-là. Ensuite, les ouvertures que ça donne, les gens qu'on rencontre, ces gens-là là, qui sont là dans l'Assemblée nationale, ça s'affronte en chambre, si vous voulez, mais une fois sorti des débats, moi, j'ai rencontré des libéraux, j'ai eu des amis. C'est pas... on vit dans un cercle là, qui est à un niveau complètement différent. Hein? Tu passes en... Oui, c'est parce que les adversaires en chambre peuvent bien être les amis à l'extérieur. Hein? Ah ben oui, ben oui, ben oui. Puis c'est que, quand même, les adversaires en chambre, il y avait... Tu avais des politiciens aguerris, là, puis des tribuns là, hein, pour s'exprimer. C'était quand même tout un spectacle. Parce que nous autres, dans les bancs, les bancs en arrière, là on écoutait. On apprend.
Oui, Vous avez parlé du camp de chasse de la famille il y a oui, quelques c'est minutes. ça. On me dit que vous êtes toujours chasseur. Eh oui, tant que mes gens vont me permettre de me rendre sur les lieux. Oui, moi j'ai fait la chasse à l'orignal, la chasse au chevreuil, la chasse au caribou. J'ai fait la pêche aussi. J'ai pêché dans la région de l'Ungava. J'ai pêché le saumon sur le Pacifique. Presque à la vue de là où je pêchais le saumon, là, il y a les journées claires, on voyait le dessin des montagnes de l'Alaska. Mais qu'est-ce que vous chassez maintenant? L'orignal toujours? Ou, Non, l'orignal, c'est fini. L'ours, l'orignal, c'est fini, c'est trop... je peux pas... Physiquement, là... Vous ne courez pas aussi vite que... Mais je chasse avec le chevreuil encore. J'ai chassé d'ailleurs, étant jeune, là, beaucoup la perdrix et le lièvre avec mon père. Ouais. C'est probablement ce qui me permet aujourd'hui là, de pouvoir quand même avoir un physique assez résistant. Et tant mieux. Et merci beaucoup. Merci à vous. C'est un grand plaisir pour nous. Très heureux de vous avoir rencontré. Moi aussi. Merci.